Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du vendredi. Hong Kong vers un durcissement de la contestation. Quel nouveau souffle démocratique les habitants de cette cité-nation cherchent-ils après le Liban mardi avec l'essayiste Dominique Eddé, suite de notre tour du monde des contestations avec aujourd'hui le sinologue Sébastien Weg. Mais d'abord, avec eux, Michael Jackson devient Krishna, Lio la Madone au cœur blessé et Eddie de Pretto, un petit roi, des chanteurs canonisés, des idoles iconisées. C'est toute une époque en portrait. À l'occasion de l'exposition La Fabrique des idoles à la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, à voir jusqu'au 23 février, Pierre et Gilles sont nos invités. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, c'est sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Depuis leur rencontre, il y a 43 ans, dans une fête, ce qui donne un peu le ton, ils forment un duo d'artistes, les inséparables Pierre et Gilles. Notre réalisateur Clément Nouguier nous les présente avec des voix complices et des musiques toutes droit sorties de leur playlist. Pierre et Gilles, une signature artistique reconnue internationalement. L'un est peintre, l'autre est photographe. Ils se sont rencontrés effectivement très tôt, en 1976. Depuis 40 ans, ils font poser stars ou anonymes dans d'incroyables décors, réalisés grandeur nature et bricolés dans leur atelier. Pour faire effectivement une œuvre qui ressemble à la fois à une photo et à la fois une peinture, c'est une photo repeinte. À la clé, une œuvre unique. S'envoler et ne plus penser. Eux, je les ai connus au Palace, évidemment, à la grande époque du Palace, c'est-à-dire au début du Palace, où il y avait Edwige, la reine des punks, avec sa bande de punkettes et de petits punks qui étaient Pierre et Gilles et toute une bande comme ça. Eux, c'est merveilleux parce que je vais vous dire, ils vous font plus jeune que vous n'avez jamais été. Ah bon? C'est-à-dire que c'est un degré, le degré. Il y avait déjà des filtres là sur cette photo parce que Ah non, faut c'est-à-dire décrire qu'il cette retouche photo, après, Jean-Paul. il retouche à la main, il peint. Ambiance surréaliste. Elle est de circonstance ce soir au Palace, un des fleurons de la nuit parisienne dont la règle d'or est de cultiver un certain sens du délire. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien. Dans une photo de Pierre et Gilles, immortalisés en beauté, l'ange soudain, ce battement de cils, la seule jeunesse d'avoir été en Madone ou sainte allumeuse, en marin ou mauvais garçon, posé en simple amoureuse sous une belle couronne d'illusions. Bonjour Pierre. Bonjour. Et bonjour Gilles. Bonjour. On ne vous résumera pas en quelques musiques, mais peut-être aurez-vous reconnu déjà là la voix de l'ami Jean-Paul Gaultier, avec ses marinières et ses marins, présents aussi dans l'exposition, et quelques musiques. Il y avait du Sheila, il y avait Amanda Lear, il y avait Les Berruriers Noirs, il y avait M aussi. Est-ce que déjà ça nous donne une petite indication sur qui vous êtes ? Peut-être. En tous les cas, c'est très varié. Il n'y a pas de barrière entre les gens et les styles pour nous. Oui, c'est des coups de cœur. On aime les gens qui ont des fortes personnalités, les gens qu'on aime, qui nous inspirent. Mais ils peuvent être... à l'époque punk, on était amis avec les punks, Edwige, tout ça, mais ça ne nous empêchait pas d'écouter la télé, voir un show Claude François ou aimer Sheila... ou Sylvie Vartan, bien sûr. Voilà, autant d'environnements, de voix, de personnalités qui se sont peut-être concentrées, croisées aussi à travers vous et ces quatre oreilles qui se sont dressées pour les écouter. Il existe 2 autoportraits de vous, en vrai, au moins 2, en mariés.
Plus. Oui, il y en a pas mal. Il y en a mais pas ces mal. deux-là, hein. On en a fait 2 en marié. On s'est marié 2 fois, mais pas en vrai, mais en photo. Et à 2 époques différentes. Qu'est-ce qui vous unit depuis toutes ces années, Pierre et Gilles? C'est la Pierre. passion de ce qu'on fait déjà. Et Oui, c'est- ça a été d'abord une rencontre amoureuse et petit à petit, on a travaillé ensemble. Et cette passion, je pense qu'elle nous unit très, très fortement. Notre travail, c'est notre vie, nos modèles, c'est comme nos enfants. Il y a un côté... Album très- de famille, qu'on voit tout depuis nos débuts. C'est sentimental. Oui, c'est très sentimental et voilà, c'est notre vie qui s'imprime à travers nos photos. L'un photographie, l'autre peint. Comme le duo britannique Gilbert et Georges, est-ce que vous diriez, je crois que c'est très simple, nous sommes 2 personnes, mais un seul artiste. Peu importe ce que je pense ou ce que Gilbert pense, c'est ce que nous pensons, ce que nous créons qui compte. Voilà ce qu'il nous disait cet été à l'occasion d'une exposition à la Fondation Vuitton qui leur a été consacrée. Vous diriez cela aussi? 2 personnes, un seul artiste? Je crois qu'on cherchait son double. Chacun, on cherchait... Enfin, moi, personnellement, j'avais besoin de quelqu'un. Oui, moi aussi, mais ce qu'il y a de beau entre nous, c'est vraiment ce qu'il y a entre nous. C'est vrai, c'est ni Pierre ni Gilles, c'est ce qu'il y a entre nous deux qui fait Pierre et Gilles. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? En tous les cas, on peut jamais être Pierre, on peut jamais être Gilles, on est Pierre et Gilles. Et ça, on peut pas dissocier, c'est ça. C'est pesant parfois de ne jamais pouvoir dissocier? Non, ça ne nous a jamais pesé, non. Non, c'est mais on a naturel besoin un peu d'être soi-même par moment, hein, heureusement, heureusement. Mais on est bien ensemble, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est là depuis si longtemps ensemble. Est-ce que vous diriez, Gilles, que ce qui vous soude aussi, c'est une volonté commune? Mais de quoi peut-être? De choquer, de surprendre, de ravir le regard des autres? Oui, de surprendre, de ravir, de choquer, d'amuser, d'ouvrir les yeux aux gens. On a notre vision du monde et on veut la partager aussi. On regarde beaucoup le monde, c'est le monde qui nous inspire. Peut-être on le fait rêver, on lui trouve des bons côtés, on voudrait qu'il soit plus beau. Et voilà, on le fait. On rêve, on essaye de rêver. Et c'est un monde qui a beaucoup changé depuis les années 70, depuis les années 80. On retrouve ces évolutions aussi à travers vos œuvres, Pierre et Gilles. Il y a dans cette exposition un travail, comme toujours, sur les formes, sur la matière et sur les représentations. Cette exposition, La Fabrique des idoles, avec ce thème central qui est la musique. Sachant qu'à Cannes, presque au même moment, dans quelques semaines, vous ouvrirez une autre exposition où là, ce seront vos idoles de cinéma, vos stars que vous représenterez. Là, dans cette exposition à Paris, il y a 110 tableaux réunis, mais aussi des installations et un audio-guide, des audio-guides musicaux. Vous nous faites déambuler en musique, mais vous, est-ce que vous travaillez en fait dans votre atelier, dans la vie? Est-ce que vous travaillez aussi en musique? Est-ce que la musique, c'est celle qui vous accompagne pour créer, ou est-ce qu'au contraire, elle symbolise pour vous tout le reste, les temps morts, le temps de la fête, celui du plaisir, de la nuit, l'ailleurs, leur création? En tout cas, pour les prises de vue, il y a toujours des musiques. Je m'occupe des playlists, moi. Et voilà, on cherche les musiques qui portent les sentiments, les modèles. Mais par contre, Gilles, il aime bien peindre en silence. Oui, maintenant. Avant, je peignais avec de la musique. Maintenant, j'aime le silence pour peindre. Mais j'écoute beaucoup de musique tout le temps. Pierre met de la musique tout le temps, presque. Hein. La musique... est très très importante pour nous. Qu'est-ce qu'une idole pour vous, Pierre? Une idole, ça nous ramène à notre adolescence, les idoles. Les années 60. Les années 60, n'écoute pas les idoles, c'est toi mon idole, tout ça. C'est un mot qu'on disait beaucoup avant, qui était courant, que tous les jeunes parlaient des idoles. Maintenant, c'est plus le mot qu'on dit le plus souvent. Mais c'est vrai que c'est beau parce que les modèles très importants pour nous, ça a souvent été des chanteurs, des acteurs aussi, des gens qui aiment bien se mettre en scène, qui ont beaucoup de personnalité. Et c'est vrai que les chanteurs, les idoles se prêtent parfaitement à notre travail. Parce qu'ils parlent de leur vie, ils parlent de qui ils sont, ils se mettent en scène et tout. Et c'est pour ça que ça a été un des thèmes, la musique, les chanteurs, un des plus importants dans notre travail qu'on ait abordé.
Mais qu'est-ce qui fabrique l'idole? Est-ce que c'est le regard de l'autre ou est-ce qu'ils ont des qualités intrinsèques? C'est le regard de l'autre. Moi, j'étais fan quand j'avais 15 ans, tout ça. Je pourrais plus être fan maintenant. C'est comme ça pour moi. Pierre, il a gardé un petit peu, côté mais fan. c'est vrai que ça va plus avec quand on est adolescent et tout ça. Moi, j'admire les gens qui sont fans. Je les envie. Et tout. Je trouve que c'est un truc magnifique d'être fan d'un acteur, d'une chanteuse. C'est trop beau. Et pourtant, ça peut être dévorant pour ceux qui le sont. Oui, ça peut être dévorant, mais c'est la jeunesse aussi. Il y a quelque chose de formidable. Du coup, quand vous repeignez ces photos, quand vous pensez à ces mises en scène, est-ce que vous cherchez la métamorphose à tout prix ou au contraire à souligner les qualités de la personne? Le choix, par exemple, de Michael Jackson en Krishna. Est-ce que vous avez cherché à le transfigurer dans une personnalité plus sacrée qui lui correspond bien? Ou est-ce que c'est venu au hasard de ce que lui vous inspirait? Michael et Jackson, il a ce côté ni masculin, ni féminin, il n'a pas vraiment de couleur. Tout oui, ça. Il ressemble un peu à ces dieux indiens, justement. Oui. Et on a toujours eu envie de on devait le photographier. Il nous avait contacté, on lui a parlé, tout ça. Et c'était un projet trop ambitieux qui aurait pris plusieurs années. Et lui, il se rendait pas compte. Il aurait voulu que ça se fasse avec une baguette magique en quelques secondes. Et c'était un projet très très long. Donc, on ne l'a pas fait. Alors, vous avez dû biaiser. Voilà, donc on lui a rendu hommage. On lui a donné un hommage, mais notre rêve, c'était vraiment le dieu indien, Krishna. Mais il nous inspirait beaucoup de choses. On avait beaucoup travaillé sur son image, mais on a fait une image là en hommage. Dans la vie, on peut dire Gilles a une barbe et Pierre n'en a pas. On peut vous reconnaître moins comme ça. Mais à la radio, on est obligé de s'appuyer que sur vos voix en fait. Donc il va falloir que je vous fasse chanter. Ah non. Si. Si on prend par exemple l'icône Sylvie Vartan, je ne sais pas quelle est la chanson que vous connaissez par cœur l'un et l'autre. Est-ce que c'est la plus belle pour aller danser? 63. La chanson, en fait, coup de cœur de Sylvie, c'est celle qu'elle a enregistrée spécialement pour l'exposition. Et ça s'appelle Le Paradis de Pierre et Gilles. Elle l'a écrit, elle l'a interprété. C'est Éric Chemonix et Pierre Lapointe qui a écrit la musique. Et c'est une surprise on a découvert la chanson il y a quelques jours, juste avant l'installation, parce qu'on a fait une grande installation, la chambre Sylvie, et on lui a demandé une musique et elle est magnifique. Pierre avait les yeux en larmes et moi je chantais qui tremblaient. Et j'avais mes jambes qui tremblaient. Pierre, vous nous la fredonnez cette chanson? Voilà. Ah, t'as le trac, hein. Moi je peux pas chanter. Fredonner, c'est pas chanter. Elle est toute nouvelle la chanson, là, je l'ai pas encore. Alors voilà, revenons-en à la plus belle pour aller danser. Ce soir tu seras la plus belle pour aller danser. Voilà. La voix grave qui part loin avec un chat dans la gorge, un peu comme la mienne ce matin, c'est la vôtre, Pierre. Et Gilles? Ah, moi je ne chante pas. C'est un homme de principe en fait. Quand j'étais enfant de chœur, je ne voulais pas chanter. Je n'avais pas changé. Ça n'a pas dû être très simple. Dans cette expo, il y a notamment dans cette expo de la Fabrique des Idoles, on la retrouve, Sylvie Vartan, très clairement, avec cette chambre que vous avez évoquée, qui est presque une chambre d'enfant, très girly, avec la pochette de ce disque, La plus belle pour aller danser sur le lit rose. On voit que la petite Sylvie a aussi bien grandi et on la retrouve autrement, travestie en capitaine de la garde royale dans un décor japonais avec des branches de cerisier tout autour d'elle pour cette œuvre que vous avez intitulée Fujiyama, mon amour. Et comme chaque portrait est accompagné d'une chanson, vous avez choisi Irrésistiblement de Sylvie Vartan. Cette photographie d'elle, elle est récente. Pourquoi vous avez choisi avec elle de jouer avec ces codes là aussi du masculin-féminin? C'est Sylvie Vartan, elle avait chanté comme un garçon. Elle a un côté très androgyne aussi dans sa personnalité, entre autres. Entre autres, oui. Parce qu'elle a le côté fatal aussi, elle a plein de choses.
Et elle est très connue au Japon. Et le personnage qu'on lui a fait interpréter, c'est un peu inspiré de Lady Oscar, qui est un manga japonais. Très célèbre, et il y a un petit côté Tarakazuka aussi, qui est des spectacles au Japon très connus, où c'est les femmes qui jouent les rôles d'hommes. Et on a voulu lui faire jouer ça. Elle a été complètement partante dès la première. Elle s'amuse, Sylvie. Elle a gardé ce côté. Son âme d'enfant, en fait. Son âme d'enfant, ouais. Faire une photo pour elle, c'est se transformer. C'est ça qu'elle aime bien en travaillant avec nous, parce qu'elle joue des rôles, elle rentre dans des univers. Quelle est la promesse que vous leur faites à tous ces artistes, à ces idoles, avant de les photographier, quand vous les faites entrer dans votre studio, dans votre atelier? Est-ce que vous leur promettez que, au final, il y aura d'elles une belle photo? C'est une aventure qu'on leur... C'est une rencontre, déjà, on discute ensemble, on parle de notre projet, puis on aime bien les écouter, tout ça. Voilà. Il y a un côté, on travaille chez nous, donc il y a un côté très humain, on passe une belle après-midi ensemble. C'est un très beau moment, mais en même temps, c'est un moment de création. Et de surprise. Et de surprise, et nous, on est surpris nous-mêmes de ce qu'on fait. Hein. On ne sait pas tout, il y a plein de surprises tout au cours de la prise de vue. Pierre ? Ben voilà, on cherche quelque chose, on cherche l'émotion avant tout, je pense. Mais c'est vrai que voilà, c'est les surprises de la photo. S'il n'y a pas de surprise, la photo c'est très instantané. C'est après la peinture, c'est long, tout ça, mais la photo c'est un moment comme ça très vivant, très. Est-ce qu'une fois, une personne que vous avez saisie, transformée, métamorphosée, n'a pas aimé le résultat ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça peut. En tout cas, ils vous l'ont pas dit. Non. Et c'est tant mieux. Mais a priori, ça. Et quelquefois, il faut le temps pour l'aimer aussi. Des fois, les gens sont étonnés, mais ils prennent le temps à aimer l'image et tout. Je me rappelle Zuleika qui avait joué Méduse au premier abord. Elle était très très étonnée de se voir en Méduse. Elle avait un peu peur d'elle-même en fin de compte, mais elle adore cette image. Alors, il ne figure pas dans votre galerie de portraits, à moins que ça m'ait échappé, mais Jean-Louis Aubert, c'est aussi une icône. C'est un chanteur star des années 80 avec son groupe Téléphone. Il revient avec un nouvel album. On vous en propose un extrait du Bonheur. Si je pouvais construire du bonheur, je t'en ferais des tonnes, je t'en ferais des tours, j'en ferais des gratte-ciel. Si je pouvais construire du bonheur, je mettrais pas de garde-fou, je mettrais des garde-peurs. Si je pouvais détruire le malheur. Si je pouvais construire du bonheur, je ferais des grands trous et j'y mettrais tout le malheur. Avec de gros couvercles, interdiction d'ouvrir, même pour tout l'heure du monde. Si je pouvais détruire le malheur. Mais le bonheur, ça se construit pas en dur. Le bonheur, on l'a pas à l'usure. Le bonheur, c'est un peu comme l'air pur. Faut avoir du nez et le courage de monter, d'aimer là-haut, au sommet, faire soi-même. Tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot.
tout le boulot, tout le boulot. Jean-Louis Aubert, extrait de son dernier album sorti ce mois-ci, intitulé Refuge. Ce titre du bonheur nous en donne, avec une série de concerts aussi à noter dans son agenda, et notamment le Bataclan. Ce sera les 27 et 28 novembre, puis les 4 et 5 décembre. Pierre et Gilles, Jean-Louis Aubert, téléphone. On ne s'est jamais rencontrés, mais voilà, on aime beaucoup, mais voilà, il y a des rencontres. Il y a des gens qu'on n'a jamais travaillé avec eux, et malheureusement, je dirais. Quand vous pensez Jean-Louis Aubert, vous avez tout de suite une image, une iconisation de lui. Moi, je suis dans qui les apparaît. années 80 déjà, quand même. Ça me rappelle plein de souvenirs à cette époque. Et on s'est rencontrés, on avait fait une radio ensemble, je me souviens. Très sympathique. Et on n'a pas... Non. Mais pas encore de clichés. Non, pas encore. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Cette exposition à voir à la Philharmonie, à la Cité de la Musique à Paris, est structurée autour de quelques grandes thématiques. Il y a vos icônes, il y a vos nostalgies, Pierre et Gilles, il y a tout ce qui peut sortir de ce jukebox des années 80, comme Françoise Hardy, comme le groupe Mikado ou encore Indochine. Il y a Sylvie Vartan, qu'on a déjà évoqué, incontournable Sylvie Vartan. Et puis il y a vos mythologies. Alors elles peuvent être plus ou moins religieuses, celles qui tournent autour du christianisme, avec Ariel Dombal, nue en extase, puis en Sainte Blandine, avec Nina Hagen aussi, en Vierge Marie, avec Kylie Minogue, en Sainte Marie MacKillop. Oui, c'est une sainte australienne. On la... l'avait rencontrée à Sydney lors d'un vernissage. Et on est devenus amis depuis ce jour. Et on a fait cette photo à Sydney avec elle et tout. C'est la première sainte australienne, en fait. Ouais. Dis donc, vous allez les chercher loin, vos icônes. Est-ce que vous trouvez, l'un comme l'autre, que notre époque manque de sacré ? Gilles ? Je sais pas, c'est une question compliquée, mais les gens s'inventent le sacré à travers leurs stars. Non, je ne sais pas quoi dire. J'ai un vide. Moi aussi. Pierre non plus. Eh bien dis donc, alors je vous ramène au Palace, si vous le voulez bien, dans les années 80, pour comprendre ce qu'était cette époque. Fabrice Emmer, le nouveau grand prêtre de la nuit, dit qu'il vend un produit snob à un public populaire. Et il pourrait rajouter qu'il vend à un public snob un produit populaire. Et ça marche. Chaque soir, près de 1500 personnes se bousculent pour parader. Chacun ici est star et devient star. Fini la crise et le quotidien des angoisses. C'est le monde de la fête. Pour certains, c'est la décadence. Pour d'autres, c'est le merveilleux. Un nouvel endroit nocturne est né, celui de la fête et de l'éphémère. Le Palace, au lieu des soirées parisiennes dans les années 80, chacun y est star et devient star. Le Palace avait ce pouvoir-là de transformer les êtres. Oh oui, c'était très important l'époque du Palace. Ce qui était beau, c'était que tout le monde était mélangé. Eva Ionesco, Christian Louboutin avait 14 ans. On allait les chercher à l'école pour sortir le soir. Et il y avait toutes les générations, toutes les couleurs, toutes les sexualités. Et c'était un moment très important, qui a été important pour chacun qui était là-bas. Je crois c'était une école merveilleuse. Et c'est une époque extraordinaire, c'est vrai, où il y avait beaucoup de liberté, tout ça. Mais après, il y a eu la gueule de bois, je dirais. Les années 80, fin 80, les années SIDA. Les années SIDA, la drogue, etc. Ça a été très dur. On a passé un moment dur après aussi. Qu'est-ce qui vous a sauvé l'un et l'autre ? C'est l'art, la rencontre, bien sûr, entre nous deux, peut-être. Et la création. Ouais, nous deux, on s'est protégés quand même. On s'est mis à beaucoup travailler quand tout allait mal, quelque part. Et on s'est réfugié dans le travail, on sortait beaucoup moins. Voilà, c'est ce qui nous faisait du bien. Est-ce que dans cette nostalgie que vous présentez aussi à travers cette exposition, il y a cette liberté perdue ? Ou est-ce que vous avez su la retrouver autrement ? Nous, c'est vrai qu'on a de la chance, on est très libre.
Je dirais les gens disent toujours qu'on est resté des enfants, mais c'est vrai. On s'amuse, on trouve toujours le beau côté des choses. Je pense que la vie est beaucoup plus dure, beaucoup plus cruelle, a beaucoup changé. Mais nous, on a gardé notre liberté et notre façon de faire on est très libre en fin de compte. On a beaucoup de chance. Sur l'époque actuelle, est-ce que vous diriez que le contrôle de leur image par les artistes ou par ceux qui les entourent est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'hier, qu'il y a plus d'enjeux ou d'autres enjeux pour eux en termes d'image ? Le monde est beaucoup plus cruel, les gens sont plus critiques, il y a plus de limites aussi, il y a plus d'interdictions, il y a plus de règles, mais il y a toujours les gens qui... Il y a une nouvelle jeunesse aussi. Il y a une nouvelle jeunesse qui change. Donne de l'espoir aussi. Mais cette nouvelle jeunesse, Eddie de Pretto, Stromae, qu'on retrouve dans cette exposition, Clara Luciani, ils sont beaucoup plus dans la maîtrise de leur image ou ils se sont donnés à vous facilement ? Non, ils étaient vraiment partants. C'est d'ailleurs eux qui nous ont contactés. Juliette et Clara. Et tout ça, grâce aux réseaux sociaux. Instagram, par exemple, c'est quelque chose de très bien de notre époque aussi, parce qu'on peut communiquer avec les gens. Rentrer dans leur univers. On peut voir plein d'images. Les images ont changé. Maintenant, les images racontent une vie, ils racontent des histoires, tout le monde fait des photos. Il y a plein de qualités à notre époque. Il ne faut pas non plus dire que c'est... Mais chaque époque est difficile. Et le monde est difficile, le monde est cruel. Il faut le rêver, il faut le réinventer. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est à nous de s'inventer le bonheur. Voilà. Et d'inventer des images qui sortent de ce flux d'images. Qui se cache derrière le lion, l'aigle ou l'hippocampe ? Vous savez qu'il y a en ce moment à la télé 6 millions de téléspectateurs en moyenne qui sont réunis devant une nouvelle émission de TF1 qui s'appelle Mask Singer, d'inspiration coréenne, et qui consiste à découvrir quel chanteur se cache derrière un masque d'animal. C'est une sorte de jeu de reconnaissance vocale. Elle a vendu des dizaines de millions de disques, ils ne l'ont pas reconnu. C'était Sheila qui était cachée derrière un costume d'écureuil. Vous voyez là encore, aujourd'hui, ces icônes, ces stars de la chanson populaire qu'on masque et qu'on démasque et qui continuent à se révéler. Vous, elle est présente chez vous dans un grand boa rose, auréolé de bulles de savon. Votre Sheila à vous. Ah oui, Sheila, moi c'était mon enfance, j'aimais bien Sheila parce que c'est par rapport à mon éducation, c'était une petite provocation, c'était une petite marchande de bonbons, très populaire, et j'ai toujours été attiré par le populaire, par l'art populaire dès mon enfance, et Sheila c'était mon idole à cette époque. Ouais. Voilà, ce sont vos idoles, vos chansons populaires. Merci beaucoup à vous, Pierre et Gilles, d'être passés autour de cette grande table à voir votre exposition La Fabrique des Idoles à la Philharmonie de Paris, Cité de la Musique. C'est à partir du 20, donc ça a commencé jusqu'au 23 février. Merci beaucoup.